prennent la base tranquillement à l'eau. Dès que tout est prêt, tu fais demi-tour, tu te mets sur ta vitesse et on enquille la trajectoire. Fais gaffe devant toi, tu as les grosses branches. Décale-toi sur la gauche. Alors en fait, à ce stade, on est arrivé au point de départ de la trajectoire d'éco-sondage. Donc ce qu'on va faire, maintenant on va mettre les bases, les sonars dans l'eau. On va simplement sur leurs bras pivotants les mettre à l'eau pour qu'elles soient toutes les deux immergées. La première pour le sondage vertical et la deuxième pour le sondage horizontal juste sous la surface. On les met à l'eau, on les fixe et ensuite on peut commencer à lancer l'enregistrement et les émissions. On y va ? Allez, c'est parti. Hop. Les câbles sont pas dessous, ouais, c'est tout bon. C'est bon ? Ouais. Nickel chrome. Parfait. Allez, c'est tout bon. C'est serré. Donc là c'est bon, on va redescendre. Là les bases sont installées, on n'a plus qu'à démarrer. C'est tout bon. Les campagnes d'éco-sondage menées par David et Franck ont débuté il y a 2 ans, en avril 2017, pour tenter d'évaluer les quantités de poissons et leur répartition dans les 4 retenues du Haut-Rhône. Les plus en amont sont les retenues suisses de Verbois et de Chancy-Pougny. Arrivent ensuite celles de Génissia et Seyssel pour la partie française. Ces travaux de recherche s'inscrivent dans un projet de coopération interreg de grande ampleur dénommé Bio-Rhône. Un programme de recherche transfrontalier qui associe les services industriels de Genève, la Société des forces motrices de Chancy-Pougny et la Compagnie nationale du Rhône, au laboratoire SpyGen et à l'école d'ingénieurs EPIA. Parmi les partenaires scientifiques, on compte également l'UMR Cartel, une unité de recherche mixte spécialisée dans l'étude des écosystèmes lacustres qui dépend de l'INRA et de l'Université de Savoie-Mont-Blanc. C'est la première fois qu'autant de partenaires, suisses et français, industriels et scientifiques, travaillent de concert dans le but d'estimer l'impact des abaissements partiels de la retenue de Verbois sur la faune piscicole. L'idée, c'est d'arriver vers un mode de gestion qui soit plus durable. Et c'est comme ça qu'on a commencé à discuter avec les partenaires industriels, CNR et SIG. Donc nous, on avait des compétences dans l'écologie des systèmes aquatiques, dans l'échantillonnage, dans les suivis d'impact, etc. Et du coup, on a proposé de mettre nos compétences au service finalement de cette gestion environnementale pour aller vers une amélioration de cette gestion. Les objectifs entre la France et la Suisse sont les mêmes. Ce qu'on cherche, c'est à bien connaître l'impact des aménagements hydroélectriques sur la biomasse. On sait que cette quantité diminue au fil des ans. On ne sait pas très bien pourquoi. Et une des manières de réagir peut-être, c'est de bien connaître la situation. Et c'est pour ça que ce projet nous intéresse. Le Rhône, il ne connaît pas de frontières. Les poissons ne connaissent pas de frontières. Donc si on veut vraiment bien connaître et bien travailler sur le Rhône, c'est important qu'on ne s'arrête pas aux frontières. Afin de mettre en place un mode de gestion sédimentaire plus durable sur le Haut-Rhône, les partenaires se sont fixés 3 objectifs majeurs, à commencer par la mise en place d'une nouvelle méthodologie d'investigation des retenues hydroélectriques. Cette nouvelle méthodologie devra permettre d'évaluer l'évolution des populations de poissons, d'un point de vue qualitatif à travers la diversité des espèces recensées, mais aussi quantitatif au travers de la biomasse, le tout en fonction des variations naturelles des hauteurs d'eau dans les retenues. Donc l'objet du projet est vraiment d'accéder à cette connaissance, de bien connaître quelle est la composition dans chaque retenue de la biomasse piscicole, à la fois en quantité, en qualité, avec 2 méthodes, d'une part l'éco-sondage et ensuite l'ADN environnemental. Et c'est en croisant ces 2 méthodes que l'on va aussi parvenir à fiabiliser ces données. À terme, l'objectif de ces campagnes est de rendre cette méthodologie applicable aux 4 retenues du Haut-Rhône, afin que les partenaires puissent identifier l'influence des opérations de gestion sédimentaire sur les variations de population piscicole. Apportant avec elles de grandes quantités de sédiments fins, l'Arve se jette dans le Rhône en plein cœur de Genève. Bloqués par le barrage de Verbois à une quinzaine de kilomètres en aval, ces sédiments s'accumulent dans la retenue et entraînent un risque d'inondation des bas quartiers de Genève. Pour répondre à cette problématique,
gestionnaires et exploitants des barrages doivent coordonner leurs actions afin d'assurer la continuité sédimentaire sur le Haut-Rhône. Les Suisses et aussi donc, la Compagnie nationale du Rhône doivent mettre en œuvre un programme de gestion sédimentaire pour faire passer les sédiments de l'amont à l'aval, des retenues suisses aux retenues françaises. Jusqu'à présent, quand il y a des opérations de gestion sédimentaire, en fait, on ne sait pas exactement quelle concentration de matière en suspension on peut générer sans qu'il y ait vraiment d'impact trop négatif sur l'écosystème. À l'heure actuelle, aucune méthode d'échantillonnage standardisée n'a été définie pour étudier les retenues sur des grands fleuves. Échantillonner des poissons dans des retenues, ça se fait, hein. On peut le faire par des filets, par des pêches électriques, par des nasses, enfin, il y a différentes méthodes. Mais d'une part, c'est relativement compliqué de par la dimension du milieu et sa profondeur. Et ensuite, ce sont des méthodes qui sont dites intrusives. Là, on est vraiment sur des retenues, donc sur des grands milieux. Les inventaires sont quand même compliqués à réaliser de façon générale parce que voilà, c'est des milieux assez profonds, qui sont très grands. Donc il y a une partie développement qui est assez importante parce que la première étape, ça a été de voir d'abord, est-ce que cette méthode, elle est valide, est-ce qu'elle marche dans des milieux tels que les retenues de barrage. Si les campagnes d'éco-sondage fournissent des indications sur les quantités de poissons, leur taille et leur répartition dans la retenue, l'ADN environnemental permet quant à lui de déterminer les espèces de poissons présentes dans ces milieux. L'ADN environnemental, ça va être tout ce qui va être l'ADN qui est libéré par les espèces dans l'environnement. Donc ça peut être sous forme de fesses, d'urine, de gamètes par exemple. Et nous, notre travail à Spygen, c'est vraiment d'arriver à étudier cet ADN de façon à identifier les espèces qui sont présentes. Après, on va aussi avoir une information qui est semi-quantitative, qui va donner en fait en proportionnalité, voilà, dans telle retenue, j'ai 35% d'ADN de cette espèce, 20% d'ADN de cette espèce. Là, on est dans une campagne avant gestion sédimentaire, donc ça nous permet d'avoir un état initial saisonnier, de savoir on va dire le comportement normal des poissons au sein de ces retenues, de façon à pouvoir avoir une idée du comportement induit par les opérations de gestion sédimentaire. Donc aujourd'hui, on est 3 personnes, donc un pilote et 2 personnes qui travaillent sur les prélèvements d'ADN environnemental, parce qu'on utilise 2 petits bateaux préleveurs de façon à avoir plus de robustesse dans les résultats. Ça y est, on lance le timer pour 30 minutes du coup. Comme c'est des fleuves qui sont relativement homogènes mais qui sont brassés, le courant, le débit est important, même en prélevant uniquement en surface, on a tous les fragments d'ADN de toute la section du fleuve et donc on a tous les poissons. Donc là, on remet une nouvelle paire de gants et ensuite on va mettre du tampon de conservation dans la capsule. Donc le tampon de conservation, c'est ce qu'il y a dans cette petite bouteille là. Et comme son nom l'indique, il va permettre de conserver l'ADN jusqu'à son analyse. Parce que sinon, en fait, si on met rien du tout, l'ADN il va être amené à se dégrader au cours du temps. Et au moment de l'analyse, il n'en restera plus dans la capsule. Avec l'ADN environnemental, c'est l'ADN qui est libéré dans le milieu par les espèces, c'est l'ADN qui va être présent en faible quantité, c'est l'ADN rare. Donc du coup, au niveau des laboratoires, il va falloir avoir des protocoles qui permettent d'amplifier cet ADN rare, qui permettent de travailler sur cet ADN rare. Et en plus, la problématique majeure, c'est que l'ADN rare, comme on va avoir des protocoles du coup assez poussés pour l'amplifier, il faut faire attention à ne pas amplifier de contamination. Donc on a tout plein de précautions qui sont prises. Donc sur le terrain, c'est tout ce qui est, on utilise à chaque fois des kits à usage unique de façon à éviter ces contaminations. Et en laboratoire, on va avoir aussi des laboratoires qui sont vraiment faits exprès pour l'analyse de cet ADN, avec des salles qui sont séparées pour les différentes étapes, de façon à éviter justement d'avoir des contaminations et avec des contrôles bien entendu pour vérifier que tout s'est bien passé pendant l'analyse. Pour suivre l'avancée des travaux et contrôler le respect du cahier des charges, les partenaires du projet se réunissent plusieurs fois par an pour traiter des problématiques de terrain.
Bienvenue à tous à cette 4e réunion du comité technique. Je vous redonne l'ordre du jour. Ça sera un point plus technique, retour sur les campagnes, organisation des campagnes à venir, planning 2019. Et on va profiter de la présence de Jean pour discuter un peu aussi de la partie plus développement méthodologique. En tant que spécialiste de l'utilisation des méthodes hydroacoustiques pour l'étude des populations de poissons, Jean Guillard accompagne David et Franck pour les appuyer dans le développement et l'optimisation d'un protocole d'échantillonnage adapté aux contraintes environnementales des retenues. Pour eux, le projet Biorhône est également l'occasion de développer et tester des améliorations pour la méthode d'éco-sondage. Dans les avancées méthodologiques sur cette méthode-là, on a 2 challenges qui sont en route dans ce projet. Un premier qui est la mise au point en fait, d'un drone. Donc avec des parcours entièrement automatisés, on va pouvoir augmenter le nombre d'acquisitions et donc acquérir plus de données, de mieux comprendre en fait, l'écosystème et la réponse des poissons aux changements environnementaux. Et puis un deuxième challenge méthodologique, d'arriver à différencier le poisson des autres composants de l'écosystème que sont les plantes et les arbres. Avec l'idée à la base, c'est que chaque cible a une réponse fréquentielle qui est différente. Et grâce à la différence de réponse fréquentielle en fait, des cibles, on devrait pouvoir arriver à distinguer un poisson d'un arbre. Ça va là, les images sont de bonne qualité, ouais? Les images sont plutôt bonnes, de côté, sur vertical et l'horizontale. Quelques échos comme d'habitude sur l'horizontale, très peu en vertical. Ouais. Donc là c'est les images un peu brutes et après pour les analyses, ça nécessite pas mal de nettoyage, mine de rien, pas mal de temps pour nettoyer un peu tout ça. Déterminer qu'est-ce qui est du poisson, de qu'est-ce qui est plutôt des bandes bulles, des turbulences dues au courant ou au bruit de l'hélice. Et puis après, une fois nettoyé, on peut extrapoler les poissons, leur taille, leur position, etc. C'est à la nuit tombée que Franck et David sillonnent les retenues pour réaliser les éco-sondages. L'intérêt principal, c'est que les poissons ont tendance à se décoller du fond, les bancs ont tendance à s'éclater, ce qui permet en fait de mieux identifier chaque individu, plutôt que d'avoir des bancs un peu plus compacts qui seraient difficiles à estimer en termes de biomasse et de dénombrement de poissons. L'éco-sondage, le principe est relativement simple. On va envoyer des ondes sonores dans l'eau. Ces ondes sonores, quand elles vont rencontrer un obstacle, elles vont être réfléchies. Et en fait, la quantité d'énergie qui est réfléchie va nous donner finalement un indice de la densité de poissons qui est présente dans le milieu. Ces campagnes, on essaie de les faire toutes assez groupées, à peu près en une semaine, histoire d'avoir une image qui soit cohérente dans le temps entre toutes les retenues. Et l'intérêt de le faire sur différentes retenues, comme on a sur le Rhône ici, qui sont toutes interconnectées par des passes à poissons, c'est de pouvoir évaluer s'il y a des grands mouvements de ces poissons entre les retenues. Typiquement, peut-être des retenues qui seront plus dédiées à la reproduction et d'autres plutôt sur des lieux de grossissement, des juvéniles. Attention. Stop. Ça, c'est mes patterns horaires. À chaque changement de direction, chaque changement de transect dans le zigzag, je relève l'heure du logiciel. Ça me permet de mieux positionner mes transects in fine pendant les analyses. Là, l'avantage en effectuant une trajectoire en zigzag sur l'ensemble de la retenue, c'est qu'en théorie, on échantillonne tout. Et on peut essayer de mieux caractériser le placement, la position des individus et non pas biaiser l'échantillonnage sur un secteur particulier. Donc l'idée, c'est que si on montre que cette méthode est suffisamment sensible pour mettre en évidence par exemple des variations de densité qui sont liées à la gestion sédimentaire, eh bien ce serait on va dire un objectif atteint.